Bonjour Émilie, merci beaucoup de répondre à nos questions et surtout, c'est la première fois que j'ai le sentiment d'interviewer une sainte. Ah oui, C'est vrai. oui, c'est rare, non? Mais justement, c'est tout à fait étonnant parce que ce serait important, je pense, dans ces cas-là, pas toujours, mais raconter un peu qu'est-ce qui a originé cette idée parce que c'est tout à fait étonnant. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, je pense mon éducation catholique, dans les écoles catholiques où j'étais petite, et tous ces souvenirs d'images du Christ en croix, sanglant, les souvenirs de devoir se confesser devant un prêtre et d'attendre dans ce grand couloir de l'école, avec le sentiment que c'était quelque chose de complètement surnaturel. Et puis, évidemment, mon expérience de visiteuse de prison, puisque cette héroïne soi-disant sainte et visiteuse, ce que je suis depuis 10 ans à la prison de Fresnes, et je voulais parler de ce lien qui est très particulier, très, très profond, qui se noue entre le visiteur ou la visiteuse et le détenu au fur et à mesure des rencontres en parloir. Et en même temps, à la lecture du livre et en connaissant cette histoire aussi de la visiteuse avec ces garçons qui s'appellent Dimitri, on a parfois les sentiments que c'est pas complètement gratuit quand même, comme geste. Que son geste n'est pas gratuit ? Non. Oui, alors c'est vraiment un roman qui pose cette question de savoir si de toute façon la question de la gratuité a un sens. Est-ce que le simple fait, quand on fait une action entre guillemets généreuse, de savoir que l'autre est reconnaissant, est pas déjà une forme de rétribution ? Est-ce que c'est possible de donner à contre-cœur ? Moi, j'ai pas cette sensation-là. Moi, tous les travailleurs sociaux que je connais le font tous de bon cœur, ça les enrichit. On reçoit énormément de choses en parloir. C'est pas un cadeau en soi. On reçoit les secrets de l'autre, on reçoit sa confiance, on reçoit, c'est vraiment son cœur ouvert. Donc c'est très équitable. C'est pas du tout une personne gentiment qui vient donner, qui serait la figure de la sainte, généreuse, altruiste, qui est dans une logique un peu sacrificielle. Et en face, le détenu plein de reconnaissance, misérable, qui vient recevoir ce cadeau. Mais en même temps, au moment de la liberté de la personne en question, Dimitri dans ces cas-là, on a l'impression que ce lien est rompu. Voilà, exactement. C'est qu'en fait, ce qui se passe dans le parloir est comme une relation magique. Tout est poignant dans le parloir, en fait. Quels que soient les sujets de conversation, on a l'impression que ce qui se passe là est lié au fait que c'est comme une petite ambassade de liberté dans la prison. Donc tout est intéressant, tous les sujets sont touchants. Parce que par exemple, même de parler de météo, sachant que le détenu est privé de ciel, c'est un sujet touchant. Et à l'extérieur, l'héroïne, quand elle revoit son détenu Dimitri à l'extérieur qu'elle héberge un moment, elle lui trouve absolument plus ce charme. Tout le charme est rompu parce qu'il a plus, comme elle dit, cette espèce d'auréole de souffrance que lui donnait la prison. Oui, et il a la prison, mais aussi il a le rapport particulier entre les deux. Mais en même temps, ça donne envie de creuser, d'aller plus loin concernant cette situation-là de ces détenus. Mais en même temps, il y a cette fille-là, il fait ça, mais j'ai l'impression que chaque fois, il faut qu'il gagne des galons pour être une sainte. Oui, en fait, la situation est comme inversée. Dès le début du roman, on nous dit qu'elle a su très tôt qu'elle serait sainte. Mais elle n'a encore rien fait pour être sainte. En général, on devient saint. Faire des miracles voilà, aussi. on devient saint parce qu'on a accompli des miracles ou des actions reconnues par l'Église pour le bien, de l'humanité ou de la chrétienté. Et là, c'est le contraire. C'est une enfant qui pense qu'elle va être sainte et qui ensuite va essayer de gagner, comme vous dites, ses galons de sainteté et le faire quelquefois de façon très très maladroite. Par exemple, elle va essayer de s'occuper avec un zèle fou d'un chat. Avec tellement de zèle qu'elle fait n'importe quoi et qu'elle finit par affamer et laisser mourir de faim ce chat. Donc il y a aussi cette idée que nos motivations, qui semblent les plus sincères du monde, cachent parfois des motivations un petit peu plus inconscientes ou inavouables, qui ne sont pas forcément vraiment altruistes. Mais il y a aussi les miracles de la littérature, de l'écriture, qui permettent de traiter des sujets graves avec de la légèreté. Oui, parce que ça fait très longtemps que je voulais écrire sur la prison. J'aurais pu écrire un essai, parler de ce qu'est l'univers carcéral, tous les détenus que je rencontre, ce qu'ils me racontent de cette vie sordide en prison, le manque d'intimité, la saleté, le bruit, la violence, tout. Mais j'ai senti que par la littérature, on pouvait parler de ça en montrant aussi toute la force qu'on retire en fait de cette expérience. Parce que la prison, c'est ça aussi, c'est un lieu vraiment d'intensité. Alors c'est souvent une intensité négative, mais dans l'écriture, je voulais rendre aussi l'intensité qui donne une espèce de force surnaturelle pour affronter cet environnement. Mais en même temps, à propos surnaturel, il y a une volonté de départ aussi dans la construction du livre
de faire quelque chose d'un peu onirique aussi. Oui, ça c'est lié aussi à l'écriture. On a comme une espèce de voix psalmodiée qui peut faire penser à la voix qu'on trouve dans la Bible ou dans des vieux textes mythiques comme ça, un peu circulaires. Et la façon que j'ai eu aussi d'utiliser très peu de ponctuation et d'inclure tous les dialogues dans le corps du texte, de jamais utiliser de verbe introducteur ou tirer à la ligne, mais de tout enchaîner, ça permet d'être dans cette espèce de voix intérieure, comme dans un rêve où on entend la voix du narrateur qui vient se surajouter à toute l'action, à toutes les paroles, comme si en fait, moi j'ai souvent cette idée de pièce de théâtre où on a le metteur en scène qui, au fond de sa tête, est en train de vérifier si la pièce tient debout et dit le texte de tous ses comédiens les uns après les autres. C'est un roman qui parle beaucoup aussi de la vie comme d'une pièce de théâtre, comme le fait qu'on a chacun un rôle, on a chacun des répliques à dire et on a un moment pour les dire et on ne se coupe pas la parole, on reste dans son rôle et peut-être que tout est peint pour faire que l'illusion de la vie soit parfaite. C'est pour ça qu'il ne faut pas raconter la chute, parce qu'il utilise parfois des moyens pas tout à fait orthodoxes aussi. Voilà. Exactement, merci de la préserver. Donc merci beaucoup Émilie et surtout très bonne rentrée. Merci à vous. Merci.